Cette colonisation des Amériques par les hommes, c'est un sujet qui est éminemment, j'allais dire, polémique, débattu. J'espère vous en donner une sorte d'avant-goût de ces débats. Je poserai peut-être plus de questions que je n'apporterai de réponses. Ce peuplement de l'Amérique, on a imaginé toutes sortes de processus, toutes sortes de dates, et vous allez voir qu'il est beaucoup question de savoir quand les premiers hommes sont arrivés en Amérique. On a imaginé aussi plusieurs voies de peuplement, et celle qui est, j'allais dire, la plus consensuelle, celle qui est la mieux acceptée par la communauté scientifique, c'est évidemment la voie qui mène de l'extrême-orient asiatique au nord-est vers l'Alaska à travers le détroit de Bering. Cette image vous montre la situation de ce détroit aux alentours du dernier maximum glaciaire, donc au moment du retrait maximum des océans, de la baisse maximum des océans. Et à cette époque-là, on a en fait un pont terrestre qui joint l'est de la Sibérie et l'Amérique du Nord, l'Alaska. Et c'est un territoire qu'on a appelé la Béringie, Beringia, évidemment tiré du nom de Bering et du détroit de Bering. Il y a donc environ 21 000 ans, on a des terres qui sont des terres émergées dans cette région-là, une continuité territoriale. On est quand même très très au nord, hein, et au moment du dernier maximum glaciaire, vous voyez ces zones blanches sont couvertes par d'épaisses couches de glace, des inland seas, et on n'est pas très sûr que ces territoires aient été très hospitaliers. Avec vers 14 000 ans des conditions climatiques qui deviennent meilleures avec la fin du dernier maximum glaciaire, et puis la mer qui pénètre peu à peu dans ces régions-là avec une séparation autour de 10 000 ans de ces deux zones. Donc on a une période là où les conditions sont devenues bien meilleures, une fenêtre de temps, disons, entre 15 000 ans et puis 10 000 ans, où on peut circuler assez facilement dans cette région. Alors une première question qui se pose avant de parler du peuplement de l'Amérique du Nord puis de l'Amérique du Sud, c'est l'âge des premiers peuplements dans ces régions-là. Alors on a en Alaska, donc du côté américain de la Béringie, on a des sites archéologiques qui ont été datés autour de 14-15 000 ans en chronologie calibrée. Hein. Je vous ai déjà expliqué cette différence entre la chronologie radiocarbone et la chronologie calibrée. Alors c'est particulièrement important quand on discute de cette période de temps-là, parce que ça fait à peu près 2000 ans de différence. Hein. Et on a donc plusieurs sites archéologiques qui sont assez bien acceptés autour de 14 000 en calibré, avec des indications peut-être de présence humaine plus ancienne. Et évidemment, ça c'est une situation qu'on va constamment retrouver dans les sites archéologiques américains, aussi bien nord-américains que sud-américains, c'est-à-dire qu'on a des sites archéologiques où on a des niveaux qui sont assez bien datés, avec des assemblages archéologiques qui ne posent aucun problème pour ce qui est de leur identification. Et puis quand on descend dans la stratigraphie, des choses plus anciennes qui là deviennent beaucoup plus discutées ou discutables, soit à cause des datations, soit à cause, et c'est souvent le cas, de la nature même de ces vestiges. Souvent ce ne sont pas des assemblages lithiques comme ceux qu'on a l'habitude de voir, mais des traces d'activité humaine, feu, action sur des ossements et choses comme ça. Alors quand même, entre cette date vers 14-15 000 avant le présent et puis les premières présences humaines du côté sibérien, il y a quand même une différence d'âge qui est assez spectaculaire. On a décrit il n'y a pas très longtemps, alors vous voyez c'est vraiment dans le nord de la Sibérie, un gisement qui se trouve sur la rivière Yana et qui est encalibré, daté autour de 31 000. Alors ça ne nous dit pas évidemment qu'à 31 000 il y avait des hommes
de l'autre côté de la Béringie. Mais enfin, il faut garder l'esprit ouvert sur cette possibilité-là. En tout cas, ce site de la rivière Yana, il est beaucoup plus ancien que tout ce qu'on avait décrit jusqu'à présent et qui était relativement bien accepté, puisque jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on pensait qu'en fait les hommes modernes étaient arrivés sur les bords de l'océan Arctique, disons pas avant 14 000 ou quelque chose comme ça. Et donc là, on est avec une présence humaine, en fait, avant le pic du dernier maximum glaciaire, hein, et non pas avant. On a cette inlandis, cette calotte glaciaire très importante sur l'Amérique du Nord. Elle commence à s'établir de façon assez, j'allais dire, évidente aux alentours de 40 000 avant le présent, et puis elle va pas cesser de croître en épaisseur et en extension jusqu'au moment de ce maximum glaciaire. Alors on a l'habitude de la séparer en 3 noyaux, si je peux dire, à partir desquels la glace se répand ou au contraire autour desquels elle se rétracte. Donc on a une calotte sur les Laurentides qui est la plus importante. On a une calotte que l'on appelle la calotte de la Cordillère, donc qui est posée sur les chaînes montagneuses qui longent l'océan Pacifique. Et puis le Groenland, lui aussi, est complètement couvert de glace. Et alors, ce qui va se passer au cours du Pléistocène, supérieur, c'est que ces calottes glaciaires vont tantôt se réunir, tantôt se disjoindre. Et en particulier, la calotte des Laurentides et la calotte de la Cordillère vont être, quand les conditions deviennent meilleures, elles vont se séparer et un corridor va s'établir entre ces 2 calottes glaciaires. Alors, on est en train, pour l'instant, de parler de l'après-maximum glaciaire, c'est-à-dire après 24 000, et disons que ce corridor entre la Béringie et les plaines de l'Amérique du Nord, des États-Unis actuels, ce corridor, on pense qu'il s'établit essentiellement, disons, entre 14 000 et 13 500 avant le présent en calibré. Commence à s'ouvrir. On a un autre corridor, mais je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un corridor, parce que c'est un corridor entre le Pacifique et la calotte de la Cordillère. On a un passage, disons plutôt, qui s'établit lui aussi quand les conditions deviennent meilleures. Et apparemment, ce passage-là, lui, a l'air de devenir plus ou moins praticable un petit peu plus tôt que le corridor entre Cordillère et Laurentides, disons vers 15 000 avant le présent en calibré. Au sud de ces calottes glaciaires, eh bien, on a un continent immense dans lequel il n'y a pas eu une évolution humaine prolongée comme c'est le cas en Afrique ou en Eurasie. Et on a une faune qui va, d'une certaine façon, vous rappeler un petit peu le scénario de la colonisation de l'Australie, c'est-à-dire qu'on a une faune avec de très grosses bêtes, hein, une mégafaune, avec beaucoup de... Alors en Australie, on n'avait pas d'éléphants, on avait des marsupiaux géants, mais là, on a de très très grosses bêtes. Avant l'arrivée de l'homme, toute une variété d'éléphants, de mastodontes, des bêtes qui vous rappellent des choses que vous connaissez, hein, en termes de félidés, de grands ursidés, de grands bisons, de choses comme ça, des animaux qui sont un petit peu plus exotiques pour nous quand on pense à l'Amérique, en particulier des chameaux, des choses comme ça. Et puis alors une faune qui a complètement disparu, qui est formée en particulier par des édentés. Vous savez, aujourd'hui, les tatous, les paresseux, eh bien, des formes de très très grande taille existent aussi bien en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud, avec notamment ce mégathérium, cet énorme édenté qui, vous voyez, une silhouette humaine là à côté, vous donne une idée de sa taille. Alors tous ces animaux, enfin, une grande partie d'entre eux vont disparaître à la fin du Pléistocène, au début de l'Holocène, et on a un petit peu le même genre de débat que le débat qui a cours à propos de l'extinction de la mégafaune australienne, c'est-à-dire
Est-ce que ce sont les hommes qui ont poussé à l'extinction ces animaux, ou est-ce que ce sont les conditions climatiques? Et on a à peu près, encore une fois, le camp des défenseurs des aborigènes, hein, qui pensent que c'est le climat qui est responsable de tout, et puis ceux qui pensent que c'est l'homme qui est responsable. Alors, quand même, ce qui est important à noter, c'est que quel que soit le rôle du climat, les extinctions en Australie dont on parlait, c'était autour de 40 000, 45 000. Ici, c'est plutôt autour de 10 000, 11 000, quelque chose comme ça. On aura l'occasion d'en reparler lors de notre prochaine rencontre. Alors, les premières... l'archéologie préhistorique américaine a une histoire assez longue. Et au début du XXe siècle, on a identifié toute une série de complexes, d'unités archéologiques. Et en Amérique du Nord, en particulier, on a reconnu, dès les années 20, une succession de complexes qui sont caractérisés par la production de pointes, qui sont des pointes de projectiles, ou du moins de lances, et sont des objets qui sont façonnés de façon extrêmement soigneuse. Vous voyez, ce sont des pointes bifaciales retouchées par pression, et à la base de laquelle on a une base concave et un grand enlèvement qui permet l'emmanchement très solide de ces pointes. Les plus anciennes, les mieux connues, ce sont celles qui appartiennent à un complexe qui s'appelle Clovis, du nom d'une ville du Nouveau-Mexique où on a découvert pour la première fois ces objets. Alors on connaît des gisements du complexe de Clovis un peu partout en Amérique du Nord, surtout dans le centre, dans les grandes plaines, depuis le Montana jusqu'au Nouveau-Mexique, mais on en a aussi beaucoup plus à l'est. Hein. Ces pointes sont évidemment pas la production unique de ces hommes. Hein. Il y a d'autres outils, des grattoirs, des burins, enfin un assemblage lithique comme on peut en attendre dans le paléolithique de ces périodes-là. Ces hommes semblent être assez mobiles. Souvent, ces pointes sont fabriquées dans des matériaux qui ne sont pas des matériaux locaux, et ils ont une activité de prédation qui semble assez tournée vers les très grosses bêtes, en particulier les éléphants. Et on a un certain nombre de sites où on a des sites de boucherie de mastodontes, de mammouths, par ces chasseurs du complexe de Clovis. Mais pas uniquement, évidemment. Hein. On a aussi d'autres éléments fauniques qui sont chassés par ces hommes. Alors, ce complexe de Clovis, il est relativement bien daté parce qu'on a beaucoup de sites, hein, et puis on a pu faire énormément de datation carbone 14. Et en fait, c'est un complexe, une unité archéologique qui a une durée assez brève en réalité, hein, disons centrée autour de 13 000 avant le présent, encore une fois en calibré. Donc, je vous ai mis des dates là de 13 200 à 12 600. Alors, suivant les publications, il y a un siècle ou deux en moins d'un côté ou de l'autre, mais c'est en gros autour de cette date de 13 000. Très longtemps, et encore aujourd'hui pour beaucoup d'archéologues américains, c'est la première industrie, c'est le premier complexe qu'on connaisse en Amérique du Nord. Et donc, l'idée, ça a été que très longtemps, et encore pour beaucoup de gens, c'est que la colonisation de l'Amérique du Nord a été opérée par ces chasseurs du complexe de Clovis. On va revenir sur cette hypothèse tout au long de mon exposé. Alors, à la suite de ce complexe de Clovis, eh bien, on va trouver toute une variété d'industries qui vont se succéder dans différentes régions d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, et très souvent, on les a caractérisées par des pointes de projectiles qui ont une typologie extrêmement variée, et donc on peut suivre millénaire après millénaire, et même quasiment siècle après siècle, l'évolution de ces pointes de projectiles dans différentes régions. Et on a donc donné des noms à ces industries qui sont souvent des noms tirés
petites villes, de noms de lieux où se trouvent ces sites. Et donc on a, après ce complexe de Clovis, on va trouver le complexe de Folsom, de Plainview, de Dalton, de Cumberland, etc., etc. Il y en a toute une variété. Je fais juste un bref arrêt sur le complexe de Folsom. Vous voyez, c'est le complexe qui suit immédiatement celui de Clovis. Et on a des pointes qui ressemblent un petit peu aux pointes de Clovis. Elles sont plus petites, elles ont un enlèvement, un amincissement qui est beaucoup plus important, donc un type d'emmanchement un petit peu différent. Et ces pointes de Folsom ont eu historiquement un impact très très fort quand on a découvert les premiers sites, parce que ça a vraiment été, j'allais dire, on a pu saisir l'impact, l'activité de ces chasseurs, ces premiers Amérindiens sur la faune locale, notamment avec, dans le gisement de Folsom, des pointes comme celle-là découvertes entre les côtes de bisons qui avaient été chassés par ces hommes. Et là, voilà une de ces premières pointes de Folsom découvertes encore fichées entre les côtes de ce bison. Alors, en gros, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que dans cette hypothèse de Clovis, je reviens à cette hypothèse de Clovis, c'est qu'on a, donc, en Alaska, dans la Béringie, on a des industries qui sont datées, disons, autour de 14 000 ou plutôt après 14 000 en calibré, et en gros, on essaye de raccrocher ce complexe de Clovis à ces assemblages. Alors, on n'a pas d'industrie de Clovis en Alaska comparable à ce qu'on a aux États-Unis, États-Unis non Alaska compris, bien sûr. On a deux industries, une que l'on appelle le complexe Nenana, de la vallée de Nenana, et une autre qu'on appelle le complexe Nedali, qui sont autour de ces âges, et dans lequel on a des petites pointes triangulaires et puis des objets bifaciaux. Dans le fond, beaucoup d'archéologues voient une continuité possible entre ces industries et puis ce qu'on va trouver un petit peu plus tard, plus au sud. L'hypothèse que l'on a faite, c'est que donc au moment du début de la déglaciation, eh bien, encore une fois, vers 14 000, 13 500, eh bien, on a une ouverture de ce corridor entre le glacier des Laurentides et celui de la Cordillère, et qu'à ce moment-là, ces populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent en Alaska vont passer à travers ce corridor et donner tous ces gisements que l'on a assignés à l'industrie de Clovis. Donc ça, c'est l'orthodoxie. On a un peuplement de l'Amérique du Nord qui commence avec l'industrie de Clovis, à partir de l'Alaska, en passant par le corridor. Et puis, en Amérique du Nord, ces industries vont se diversifier. Je vous ai montré quelques exemples. Et puis, il va y avoir très rapidement une colonisation de l'Amérique du Sud par voie terrestre. Et on va avoir aussi toute une variété de complexes archéologiques qui vont se développer en Amérique du Sud. Alors, cette vision des choses, ce scénario, il a été constamment remis en cause. Pourquoi? Eh bien parce que très régulièrement, on a découvert, ou on a cru découvrir, des sites qui étaient des sites pré-Clovis, c'est-à-dire qui étaient plus anciens que Clovis. Et donc, évidemment, s'ils étaient plus anciens que Clovis, tout ce scénario tombait à l'eau. Pourquoi? Eh bien, parce que si on remonte au-delà de 14 000, eh ben, il n'y a pas de corridor là, et puis il faut retourner très longtemps avant pour trouver une possibilité de passage terrestre entre la Béringie et l'Amérique du Nord. Alors, je vous ai dit, on a trouvé ou on a cru trouver. Pourquoi? Eh bien, parce que très très souvent, ces sites qui ont été décrits comme des sites pré-Clovis ont été extrêmement critiqués par la suite, soit à cause des datations qui ont été faites dans les sites, soit en raison de la nature même des restes archéologiques qui étaient trouvés. Et
je le répète, très généralement, ce sont des sites où on a, j'allais dire, un vrai site archéologique avec des vraies industries, Clovis ou plus tardives, et la question se pose sur ce qui se trouve en dessous en stratigraphie. Alors il y a eu des dates, quand je dis pré-Clovis, c'est pas seulement 15 000 ans ou 18 000 ans, hein. Parfois c'est beaucoup plus que ça, 60 000 ans, 30 000 ans, des choses tout à fait extraordinaires. Je vais vous montrer deux sites qui sont des sites qui ont été récemment très j'allais dire, visibles pour démontrer cette présence de l'homme dans les Amériques avant le complexe de Clovis. Alors il y a un site qui a été beaucoup discuté récemment, qui est un site qui se trouve au Texas et qui s'appelle Debra L. Friedkin. Et c'est un site dans lequel on a un niveau qui contient une industrie, un complexe de Clovis. Alors c'est un site qui a été fouillé très récemment. Vous voyez, cette publication, elle date de 2011. Elle a été publiée dans Science, bon, qui publie quand même des choses généralement sérieuses. On a dans ce site un niveau archéologique qui a livré des outils, enfin en tout cas des objets clairement taillés, du débitage et puis des objets retouchés. Et ce site a été daté par OSL, donc par des techniques de luminescence, et on a un niveau auquel on a donné le nom de complexe de Buttermilk Creek. Et ce Buttermilk Creek, c'est un assemblage que l'on date entre 13 200 et plus de 15 000 ans. Alors là, on n'a pas de corridor hein, pour arriver au Texas à partir de la Béringie. Et donc voilà un site qui récemment a été souvent cité comme une preuve de la présence de l'homme pré-Clovis en Amérique du Nord. Donc cette publication dans Science, elle date de 2011. Eh bien, en 2012, on a déjà un papier qui sort, qui est publié dans le Journal of Archaeological Science, qui est peut-être moins visible que Science, mais qui est considéré comme un journal très sérieux par les archéologues. Et c'est une critique en règle de la fouille et de l'analyse de ce site et de cette industrie de Buttermilk Creek Complex. Pourquoi ? Eh bien parce que en gros, d'abord la précision des dates OSL est un petit peu remise en cause dans le papier, mais surtout ce que disent ces auteurs, c'est que les objets qui sont trouvés dans le niveau en dessous du niveau Clovis, eh bien dans le fond, sur le plan technologique, c'est du Clovis en fait. Et leur idée, c'est que en fait, ces objets sont des objets qui, par des processus à définir, mais ont pénétré dans le niveau qui est sous-jacent. Et que donc on se trouve avec une intrusion de matériel Clovis, quelques éclats, quelques objets de débitage, quelques objets un peu mal fichus, qui sont entrés dans ce niveau là en dessous. Alors je vous donne cet exemple parce qu'il est absolument typique. On pourrait passer plusieurs heures à faire la revue de nombreux sites nord-américains avec à peu près toujours le même genre d'argumentation, c'est-à-dire un site archéologique admis par tout le monde, et puis en dessous des choses plus anciennes, discutables pour une raison ou pour une autre. Alors on a un autre site, là on passe quasiment à l'autre bout de l'Amérique, qui a aussi été extrêmement discuté et qui est souvent cité comme, j'allais dire, un site, une preuve sérieuse de la présence de l'homme dans les Amériques avant le complexe de Clovis, c'est le site de Monteverde. Alors Monteverde, vous voyez, c'est au Chili, c'est très très bas, hein, c'est très très bas vers le sud. En fait, c'est un complexe de sites, il y en a plusieurs, il y a un Monteverde 1, un Monteverde 2, et puis d'autres sites qui sont autour. Alors celui sur lequel à peu près tout le monde a l'air de s'entendre, c'est le site de Monteverde 2, où on a un niveau archéologique qui est scellé et qui a l'air de dater de 14 500 en calibré. Et donc là, on est très nettement avant les datations les plus anciennes de Clovis en Amérique du Nord. Alors le problème de Monteverde, c'est que
c'est un site qui ressemble pas tellement au site archéologique dont on a l'habitude. C'est un milieu un peu marécageux, tourbeux, dans lequel de nombreux vestiges organiques se sont conservés. Alors, du côté de l'industrie lithique, ce qu'on a l'habitude de voir dans les sites archéologiques, c'est un petit peu décevant parfois. On a beaucoup d'objets qui sont des objets dont on reconnaît qu'ils sont d'origine anthropique, eh bien parce que la matière première, ce n'est pas une matière première locale, donc ce sont des objets qui ont été transportés. On a des choses comme qui semblent être des restes d'habitation, des cordes, des choses en cuir, des choses comme ça. Et c'est un site qui est assez, qui désoriente un petit peu finalement beaucoup d'archéologues. Mais en tout cas, ce site de Monteverde 2 à 14 500 est, je dirais, presque accepté par tous aujourd'hui. Vous voyez, je vous ai quand même mis une pointe retouchée qui vient de Monteverde, qui est absolument indiscutable. Alors dans la suite des gisements archéologiques sud-américains, eh bien, on va trouver un petit peu comme en Amérique du Nord, toute une floraison d'assemblages. Quand même, une différence, c'est que autant on pouvait assez facilement relier Clovis, Folsom et puis toutes ces pointes qu'on voit se développer dans différentes régions d'Amérique du Nord. En Amérique du Sud, on a une variété d'industries, d'abord dans lesquelles on ne voit pas une origine ou une continuité avec le complexe de Clovis, c'est quelque chose de complètement différent. Et puis chaque région a des assemblages. Alors au Brésil, au Chili, au Pérou, on a des choses qui sont très différentes. Et l'impression que ça donne souvent, c'est qu'en fait, on a une dispersion de ces groupes humains, peut-être dans des zones qui sont favorables à l'habitat humain, mais qui peuvent être peut-être déconnectées les unes des autres. En tout cas, on a une impression de dérive assez rapide. D'ailleurs, c'est une impression qu'on va avoir aussi quand on va regarder les restes humains qui sont associés à ce paléolithique sud-américain. Alors, contre l'hypothèse de Clovis, il y a eu récemment un dernier clou, si je peux dire, qui a été planté dans le cercueil, et c'est une étude qui a été menée par des généticiens danois dans les dépôts d'un lac de Colombie-Britannique qui se trouve juste sur le chemin de ce fameux corridor. Et donc ces généticiens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recherché dans les dépôts de ce lac des traces d'ADN anciens pour reconstituer l'environnement autour de cette période et l'évolution de l'environnement. Et en fait, ce qu'ils ont montré dans leur étude, c'est que, en fait, autour de 13 000 ans, c'est-à-dire au moment où on a le développement de l'industrie de Clovis en Amérique du Nord, eh bien, eux ne trouvent pas du tout d'ADN de quelque chose qui rend l'endroit habitable. Et l'impression, enfin, la reconstitution qu'ils ont faite de l'environnement de ce corridor à ce moment-là, c'est une espèce de désert dans lequel il n'y a pas grand-chose à manger, et donc on voit mal des chasseurs-cueilleurs se promener dans ce genre de paysage. En fait, c'est seulement à partir de 12 600, 12 500 qu'on voit apparaître dans ces dépôts, eh bien, de l'ADN de bisons, parce qu'il y a des bisons qui laissent des excréments dans le paysage, et puis pas seulement des bisons, mais d'autres animaux et d'autres plantes surtout. Et donc, en gros, leur conclusion, ça a été de dire, on ne peut pas expliquer, même si on en reste
à l'hypothèse Clovis, c'est-à-dire si on considère que Clovis c'est le plus ancien complexe en Amérique du Nord, eh bien même donc en étant dans cette orthodoxie, eh bien ce n'est pas par ce corridor que les hommes ont pu arriver depuis la Béringie jusque dans les États-Unis actuels. Et en fait, on en revient à cette idée que c'est plutôt la zone côtière qui a pu servir de passage pour les hommes, en tout cas si on veut faire venir les ancêtres des artisans de l'industrie de Clovis depuis la Béringie. Et donc ce passage le long du Pacifique, c'est un passage qui lui est praticable, disons presque déjà vers 15 000 ans. Et donc il paraît beaucoup plus raisonnable d'envisager Clovis ou pas Clovis, un passage des hommes le long de cette zone côtière, plutôt que de vouloir absolument les faire passer par ce corridor désertique et glacé il y a 13 000 ans. Soit en passant, si on retient la date de 14 700, 15 000 pour ce passage côtier, eh bien, vous voyez qu'il y a un petit peu de marge pour des industries pré-Clovis. Alors, elles ne sont pas terriblement pré-Clovis, mais elles sont quand même un peu pré-Clovis. Il y a d'autres arguments qui prêchent en faveur de cette dispersion côtière initiale, précoce. D'abord, je vous rappelle que Monteverde, c'est au Chili, c'est sur la côte pacifique, enfin sur la façade ouest, en tout cas de l'Amérique du Sud, et que si on veut aller à Monteverde pour y être à 14 500 ou quelque chose comme ça, eh bien, il faut descendre très très vite, et effectivement, cette voie côtière paraît être la voie la plus raisonnable pour expliquer cette présence humaine aussi bas vers le sud. Alors on a d'autres arguments qui sont apparus récemment, notamment dans les îles qui se trouvent en face de Santa Barbara en Californie. Eh bien, il y a une île qui est l'île de Santa Rosa, dans laquelle on avait découvert, il y a déjà assez longtemps, des restes humains. Et ces restes humains, on a pu les dater directement par le radiocarbone, et on a un âge autour de 13 000 ans, donc qui tombe, j'allais dire, pile dans l'âge de nos industries de Clovis. Et en fait, ce que nous disent la présence de ces restes humains à 13 000 dans l'île de Santa Rosa, eh bien, c'est qu'il y a 13 000 ans, ces gens-là, ils ont des bateaux. Parce que pour aller de Californie, enfin du continent à Santa Rosa, il y a 13 000 ans, il faut y aller en bateau. On ne peut pas y aller autrement. Et donc, on a des populations qui pratiquent une navigation et qui, donc, potentiellement, ont la capacité de se disperser le long de la côte. Donc, j'allais dire, l'alternative à l'hypothèse corridor plus Clovis, et c'est l'alternative qui est la plus, j'allais dire, fréquemment retenue aujourd'hui, c'est passage le long de la zone côtière et probablement dès avant les industries de Clovis, peut-être vers 15 000. Alors, les archéologues sont des gens créatifs et pleins d'imagination, et on ne s'est pas restreint à ce passage côtier. Donc on a envisagé d'autres possibilités pour le peuplement des Amériques. Alors, le passage côtier, une des questions, c'est de savoir si les populations qui l'ont emprunté sont des populations qui viennent bien de la Béringie. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont proposé une source beaucoup plus lointaine, hein, en Asie, voire beaucoup plus loin que ça. On a aussi envisagé, alors ça c'est assez extraordinaire, on a aussi envisagé un peuplement de l'Amérique à partir de l'Europe. Hein, et je vais vous dire un mot de ça. Et puis on a même envisagé des navigations transpacifiques pour faire arriver les hommes en Amérique du Sud. Alors, on ne sait pas trop à quelle époque, mais vous allez voir que là aussi, il y a eu des arguments qui ont été développés dans ce sens-là. Alors, je vais commencer par l'Europe. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à l'Europe? Eh bien, parce que certains ont cru reconnaître dans ces pointes bifaciales qu'on trouve dans les industries de Clovis, de Folsom, etc., ou avant,
dans le fond, une réminiscence de ces belles feuilles de laurier, de saule, etc., que l'on trouve dans le solutréen de la France et du nord de l'Espagne. Et donc l'idée, c'était en fait de faire venir, alors sur la façade est des États-Unis, des hommes à partir de l'Europe, porteurs de cette technologie. Alors c'est vrai que si on regarde de façon un peu superficielle tous ces objets, et surtout si on les trie, on va trouver de temps en temps une pointe à base concave solutréenne qui ressemble un petit peu à certaines de ces pointes qu'on trouve en Amérique du Nord. Et en particulier, il y a un gisement qui s'appelle Cactus Hill en Virginie, qui lui aussi a donné lieu à des tas de bagarres à propos de sa datation, mais certains spécialistes ont cru reconnaître des niveaux qui avaient 18 000 ans. Donc 18 000 ans, des objets qui vont donner les pointes de Clovis, le solutréen, tout ça, ça paraissait une possibilité. Alors je dois dire que quand je raconte ça comme ça paraît un petit peu quand même tiré par les cheveux. Il y avait aussi des arguments d'ordre génétique, et en particulier, il y a chez les Amérindiens actuels certains haplogroupes, en particulier un haplogroupe mitochondrial qui s'appelle X2A, que l'on trouve, que l'on apparente à des haplogroupes que l'on trouve en Europe. Alors, en fait, pour faire aller les solutréens jusqu'en Amérique, eh bien, il faut quand même leur faire traverser l'Atlantique en bateau, ou alors en marchant le long de la banquise depuis le sud-ouest de la France jusqu'au sud du Groenland, le Labrador et puis l'Amérique. Bon, c'est pas une idée qui a quand même retenu qui a déclenché l'enthousiasme général. C'est quand même souvent cité comme quelque chose d'un petit peu folklorique. Alors, on a aussi des discussions sur des sites qui pourraient donner des âges beaucoup plus anciens que Monteverde 2 ou ce site texan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors là, on parle d'industries pré-Clovis, mais qui sont des industries pré-Clovis pas à 15 000, mais qui sont des industries pré-Clovis à 18 000, 20 000, 30 000, etc. Alors déjà, à Monteverde, eh bien, on a d'autres sites dans la région de Monteverde 2. On a un Monteverde 1 et un autre site qui s'appelle Chinchiguapu Creek 1, dans lequel on a récemment publié des objets qui viennent d'un niveau archéologique qui serait daté à 18 500. Enfin, j'ai quand même voulu vous montrer ces objets parce que, encore une fois, ce sont des choses qui sont pas très spectaculaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Souvent, ces objets déclenchent un certain scepticisme. Alors, une des questions souvent qui est posée, si on accepte la présence de l'homme en Amérique du Sud ou ailleurs, d'ailleurs en Amérique du Nord, disons à 18 000, à 20 000 ou avant, dans le fond, c'est pourquoi ces hommes, ils ne se sont pas, manifestés plus tôt. Dans le fond, pourquoi ces sites sont aussi rares et pourquoi la densité de population est restée aussi faible. Alors on a le même genre de débat à propos d'un site qui est un site brésilien, alors qui a aussi été très commenté dans les médias, et c'est pas un site d'ailleurs, c'est une série de sites dans cette vallée de Pedra Furada au Brésil. Alors ces sites de Pedra Furada sont des sites archéologiques avec des niveaux, disons, datés entre 11 000 et 6 000 que personne ne discute, où il y a des restes archéologiques indiscutables et d'ailleurs un art rupestre tout à fait spectaculaire dans ces régions-là. Alors là où tout le monde n'est pas d'accord, c'est sur les niveaux qui sont les niveaux les plus anciens de ce site de Pedra Furada. Alors, d'abord, je vous ai mis cette photo pour que vous ayez une idée un petit peu du genre de dépôt dans lequel on trouve ces industries. Vous voyez que ce sont quand même des dépôts où il y a beaucoup de galets. Et donc,
fouillant dans ces galets, eh bien, on trouve de temps en temps des galets qui ont l'air travaillés, qui ont l'air taillés, surtout quand on les dessine. Quand on les voit en photo, on les voit plus comme des galets qui sont cassés. Et donc, certains de ces niveaux, là, ce niveau C7, par exemple, hein, qui est le niveau que vous voyez là en bas, il a été daté vers 23 000. Et il y a des dates beaucoup plus anciennes hein, dans ces sites, on remonte à 30 000. Alors, la présence humaine, entre guillemets, dans ce site, elle est liée d'abord à la présence de ces artefacts, sont des artefacts, et puis aussi à la présence parfois de feu. Alors, le feu, c'est un petit peu comme les galets, c'est-à-dire que ça a une présence naturelle, et c'est pas forcément l'homme qui a allumé un feu, il y a des feux qui sont naturels, et donc en gros, les détracteurs de ce site, en fait, disent que ces objets sont des géofracts, c'est-à-dire ce sont des pierres qui sont naturellement cassées, et que si on trie un certain nombre de centaines de galets, on va bien finir par en trouver quelques-uns qui ont l'air taillés, et puis que la présence de feu, ma foi, il y a des feux naturels. Alors récemment, quand je dis récemment, c'était il y a quelques semaines seulement, il y a une nouvelle, si je peux dire, un nouveau argument qui a été amené à ce débat. Il y a des chercheurs qui ont publié un article dans Nature montrant au Brésil, hein, donc en Amérique du Sud, ces petits singes qui sont des singes capucins, dont on sait déjà depuis longtemps hein, qu'ils sont capables d'utiliser des pierres pour casser de la nourriture. Et là, eh bien, ces gens-là ont observé ces singes capucins, non pas en train d'utiliser un galet pour extraire de la nourriture d'une noix, mais ils utilisent un galet pour casser un autre galet. Alors, ils cassent pas des galets pour fabriquer des outils, hein. Ils cassent des galets parce qu'apparemment, ils ont l'air d'apprécier particulièrement cette poudre siliceuse que cela produit, et donc ils lèchent ces galets après les avoir cassés. Alors, le problème de cette histoire, c'est que si on va se promener au pied de la falaise que je vous ai montrée, eh bien, on trouve des galets cassés et qui sont cassés intentionnellement. Alors, ils sont cassés intentionnellement par un singe capucin, mais ils sont cassés intentionnellement. Et en particulier ici, vous avez un objet qui est tout à fait spectaculaire, qui est un bloc de quartzite, hein, sur lequel vous avez ce qu'il faut appeler un plan de frappe, avec des éclats qui ont été débités, alors accidentellement, hein. Enfin, accidentellement, c'est quand même l'idée du singe capucin, c'est quand même de casser le caillou, hein. Et donc cette publication quand même met en perspective, en tout cas dans une perspective un petit peu différente, ces industries brésiliennes de galets trouvées dans des endroits où justement au-dessus des gisements, on a des falaises qui contiennent des sédiments, qui contiennent des galets comme celui-là. Donc ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui a été déjà évoqué, hein. On peut imaginer soit que certains de ces objets tombent et se brisent. Alors maintenant, on a l'hypothèse singe capucin qui se rajoute à celle-là. Alors, quelques mots à propos des restes humains. Alors, les restes humains, on en a un certain nombre qui viennent d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, et on en a un certain nombre qui sont datés donc de ces sites archéologiques anciens. Soit dit en passant, on n'en a pas qui sont datés à 30 000 ans pour l'instant. Mais donc, disons que tout ce qu'on a, c'est plutôt après 12 000. Alors, ces restes humains, je ne vais pas vous accabler avec des photos de crânes, mais ils ont été l'objet de nombreuses discussions. Pourquoi ? Parce que morphologiquement, ces restes, dans le fond, parfois, pas toujours, mais parfois présentent des caractères morphologiques qui les distinguent des Amérindiens récents, tant d'Amérique du Sud que d'Amérique du Nord. Et en particulier cette Luzia plutôt, du Brésil, eh bien, on lui a trouvé des caractères qui étaient des caractères qui évoquaient plutôt soit l'Afrique, soit l'Australie même, hein, ou le sud-est asiatique.
Et donc, un certain nombre d'anthropologues ont construit l'idée suivant laquelle il y avait peut-être plusieurs sources de peuplement dans les Amériques, et que à la source acceptée par tous, qui est la source sibérienne, eh bien, il fallait ajouter une autre source pour expliquer la présence de ces caractères. Alors, cette interprétation, elle est là aussi très discutée. Il y a des gens qui pensent qu'en fait, c'est plutôt la dérive génique. Vous vous souvenez, je vous ai parlé un peu de dérive à propos des industries, mais c'est plutôt l'isolement de certaines de ces populations, leur petit nombre, qui a fait que, un peu au hasard, elles ont fixé parfois des caractères un petit peu bizarres. Alors, quand même, on a récemment un papier qui a été publié, alors un papier de génétique, et qui a alors essayé de montrer qu'on avait au Brésil une certaine proximité génétique chez des populations amérindiennes avec des populations effectivement d'Australie et du sud-est asiatique. Alors pour conclure, je voudrais conclure avec la génétique, parce que depuis 2 ou 3 ans, il y a eu plusieurs articles, soit de paléogénétique, soit de génétique des populations, qui sont venus apporter, sinon une solution à tous ces débats, mais en tout cas un petit peu de lumière. Et parfois avec des résultats tout à fait surprenants. Alors je commence par Malta. Alors, vous allez me dire que Malta, c'est en Sibérie, c'est pas en Amérique du Nord. C'est près du lac Balkaï. Et donc à Malta, eh bien, on a des sites archéologiques avec des choses qui ressemblent un petit peu à nos Gravétiens. Vous vous souvenez, nos Gravétiens de Moravie, et on a des gens qui, d'abord, vivent à peu près à la même époque et ont un style de vie et, disons, une technologie qui sont assez proches. Et on a en particulier à Malta toute une production d'objets en matière dure animale, d'objets utilitaires, mais aussi de statuettes, entre guillemets, de Vénus, et de tas de choses tout à fait remarquables. Alors, dans les années 1920, on a découvert à Malta un squelette d'un garçon, d'un jeune individu, qui était une sépulture, avec des objets de parure, des perles, des choses comme ça, de l'ocre. Et cet homme de Malta, il est resté tranquille dans les collections donc depuis 1920. Et en 2014, une équipe a extrait de l'ADN fossile de cet homme de Malta et l'a comparé, à ce qu'on connaissait en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Alors, la surprise de cette étude, ça a été que, en fait, cet homme de Malta, et ça a été confirmé par une étude d'un autre site pas très loin, il se trouve en fait assez proche, génétiquement, des populations de l'ouest de l'Eurasie. Alors ça a été confirmé à la fois par l'haplotype de l'ADN mitochondrial, par le chromosome Y, mais même par les autosomes. D'accord ? Et donc, en fait, ce qui semble se passer, c'est que, à côté des populations véritablement sibériennes, on a, à un moment du Paléolithique, une expansion de populations qui sont connues dans l'ouest de l'Eurasie, dans le Paléolithique supérieur européen, jusque dans cette partie de la Sibérie. Donc ça a été la première chose tout à fait surprenante à propos de Malta. Et la deuxième chose extrêmement surprenante à propos de Malta, c'est que on s'est rendu compte que quand on regardait l'ADN des Amérindiens actuels, ce qu'on y trouvait, c'est que en fait, il y avait effectivement une origine sibérienne, asiatique, proche des Chinois actuels, si vous voulez, mais que à peu près, disons, entre 14 et 40% de l'ADN des Amérindiens actuels vient de ces populations qui ont laissé derrière elles le squelette du garçon de Malta. Donc, en d'autres mots, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le peuplement de l'Amérique du Nord,
et puis probablement de l'Amérique du Sud après, c'est fait par des gens qui étaient en fait un mélange de sibériens mongoloïdes, si vous voulez, mais avec un mélange assez important avec des populations qui sont des populations proches de ce qu'on avait en Europe. Alors du coup, évidemment, ça explique beaucoup de choses. Ça explique ces études génétiques. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit à propos de l'haplotype, des haplotypes X de l'ADN mitochondrial qu'on trouve chez les Amérindiens et qu'on connaît aussi en Europe, hein. Donc là, on a trouvé une explication, et ça explique sans doute aussi pourquoi on a peut-être chez des hommes comme l'homme de Kennewick, eh bien, des caractères qui sont un petit peu différents de ce qu'on a chez les Amérindiens et qui, pour certains, rappellent ce qu'on a en Europe. Alors, il y a une autre étude paléogénétique qui a été publiée récemment, c'est celle d'un enfant qui vient du gisement de Hanzik dans le Montana. Cet enfant de Hanzik, il est associé, alors lui, à un assemblage Clovis. Et l'enfant de Hanzik, eh bien, ce qu'il a montré, c'est que en fait, ça sont les deux hypothèses qui sont les plus défendues, enfin défendables en tout cas. Eh bien, vous voyez que il est très proche de la bifurcation entre les populations nord de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Il a déjà, cet enfant de Hanzik, cette introgression de matériel qui vient de la population de Malta. Donc cette introgression, donc, elle a dû se produire forcément avant 12600. Et puis les autres choses que ça montre, c'est surtout que, dans le fond, cet enfant de Hanzik 1, eh bien, il est très proche de l'origine des populations amérindiennes. Il est très lié à eux. Et aussi, tout ça suggère qu'il y a aussi une divergence assez ancienne dans les populations amérindiennes qui remonte probablement à avant l'enfant de Hanzik, donc avant Clovis. Donc voilà, cette conclusion, c'est une conclusion provisoire, donc un peuplement pré-Clovis, mais probablement pas aussi ancien que l'aimeraient certains, un peuplement qui se fait essentiellement à partir de la Sibérie, mais avec un mélange au départ avec une population qui est une population en fait proche des Européens. Donc c'est assez fascinant de penser à ça, hein. C'est-à-dire que les Amérindiens ont quelque chose en commun, génétiquement en tout cas, avec les Européens. Et puis alors des flux géniques faibles mais présents, qui sont plus tardifs et qui viennent du monde asiatique et peut-être de beaucoup plus au sud. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 6 décembre 2016 Jean-Jacques Hublin, Homo sapiens, l'espèce orpheline, aujourd'hui les premiers Américains. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard sous le titre Paléanthropologie du genre Homo. Et avec Bernard Sêtre, il a publié Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines chez Flammarion en 2008. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti.